si vous le voulez bien, démarrer cette 4e table ronde de ce forum, la première de la journée, qui va nous permettre d'explorer une nouvelle piste de cette question du bon produit. Et nous allons, avec mes différents intervenants, évoquer la relation entre le bon produit et la santé. Alors pour évoquer ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Rémézy, donc directeur de recherche à l'INRA et nutritionniste. Jacques Bally, qui est directeur général du groupe Sibué, donc un groupe qui nous présentera d'hôtels, de restaurants, de spas et de cosmétiques. Patrick Castetz, qui est professeur de cuisine et qui plus particulièrement travaille avec ses élèves en mention complémentaire art de la cuisine allégée. Scott Serrato, cuisinier de l'Eliantal. J'ai à vous présenter les excuses de Pierre-Yves Lorjou, qui est cuisinier des Jardins de l'Empereur au Sofitel de Vichy, mais qui, pour des raisons professionnelles et personnelles, n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Alors, avant de laisser la parole à nos interlocuteurs sur cette question, et ils nous diront dans un premier temps comment est-ce qu'ils voient, chacun dans leurs activités respectives, cette question de la relation entre le produit et la santé. Je voudrais en introduction peut-être remettre cette question en perspective. On voit qu'on l'a évoqué au travers d'un certain nombre de débats hier. Nos sociétés qui sont globalement dans une autosuffisance alimentaire ont, dans une période récente, changé, et les consommateurs ont changé leur regard sur l'alimentation. On est passé globalement d'une situation issue des grands conflits du XXe siècle, où il y avait un certain nombre de craintes quand une période de disette ou de crainte par rapport à l'alimentation, à cette situation d'autosuffisance qui modifie les comportements. Et alors que nous avons traversé, pour les plus anciens d'entre nous, les plus âgés d'entre nous, une période où la question qui se posait était plutôt de savoir comment effectivement s'alimenter et avec toutes les préoccupations, les comportements de consommation qu'il y avait avec, on voit de plus en plus maintenant se développer des comportements et des questions, des interrogations sur la relation qu'il y a entre le produit et la santé, le produit et l'alimentation. Lié à cela, évidemment, le retour d'un certain nombre de phénomènes sociaux que l'on connaît, des espèces de grandes peurs sur l'alimentation. Est-ce que finalement l'alimentation telle que nous l'avons construite les uns et les autres, est-ce que les acteurs nous la proposent, est véritablement une alimentation qui correspond à nos attentes, une alimentation à santé garantie? Est-ce qu'on ne prend pas un certain nombre de risques par l'alimentation? Est-ce que dans nos comportements alimentaires aussi, nous-mêmes, nous ne prenons pas un certain nombre de risques, et est-ce qu'il ne faut pas corriger un certain nombre de pratiques? Toutes ces questions qui renvoient donc à la relation entre le produit en général et la santé nous ramènent à cette question du bon produit. Comment est-ce qu'on aborde cette question du bon produit par rapport à des préoccupations de santé? Alors de santé générale, de santé publique, et on a évoqué hier les questions d'hygiène, de sécurité, de la normalisation, mais aussi plus dans préoccupation par rapport à la santé dans le cadre des comportements individuels et dans les recherches qui se traduisent par des demandes particulières auprès de professionnels de recherche de liens et de donner du sens à cette question entre la santé et l'alimentation. Donc je vais peut-être tout de suite passer la parole à nos interlocuteurs. Peut-être Monsieur Rémézy, en tant que nutritionniste, quelle est votre vision de cette question? Donc bonjour à tous. Je suis nutritionniste et directeur de recherche à l'INRA et j'ai beaucoup travaillé sur les relations entre alimentation et santé. Donc j'ai envie de prendre de suite le contre-pied du titre de cette table ronde, donc sur le bon produit et la santé, pour dire que le bon produit n'existe pas, puisqu'il existe surtout une bonne alimentation. Donc on ne peut pas raisonner en termes de santé sans regarder l'ensemble de la forêt et pas seulement en se focalisant sur un aliment particulier. Ceci dit, bien sûr, l'alimentation est la somme d'une très grande diversité de produits. On sait à quel point il y a une prolifération des produits transformés, ce qui nous pose des problèmes de choix évidents.
comment faire pour remplir un caddie lorsqu'il y a 10 000 références dans le magasin. Donc, il faut se poser la question effectivement de la qualité des produits. Il faut se la poser sur le plan nutritionnel, se la poser sur est-ce que le goût est manipulé ou pas, est-ce que c'est un goût authentique. Il faut se poser la question de l'assortiment de produits à acheter pour avoir une alimentation équilibrée, pour satisfaire nos besoins nutritionnels. Il faut se poser également la question des conséquences de nos choix alimentaires, non seulement sur notre santé, mais aussi sur l'environnement, sur la construction d'une alimentation durable. Donc, vous voyez que le problème est très complexe. Voilà. Bien, merci. Scott Serrato. Bonjour messieurs, dames. Alors, moi, je suis chef de cuisine à l'hôtel Eliantal à Saint-Jean-de-Luz. Alors, mon souci journalier, c'est de construire une alimentation sur les bases d'une alimentation équilibrée. On travaille en collaboration pour ça avec une diététicienne. Et bon, mon parcours professionnel, j'ai un parcours tout à fait classique, puisque j'ai fait mes apprentissages dans des grandes maisons, dans des restaurants gastronomiques. Et ensuite, je me suis posé à Saint-Jean-de-Luz, où nous élaborons une cuisine, on va dire, entre parenthèses, diététique, parce que le mot est difficile à déterminer, mais une alimentation qui est équilibrée en fonction qui est équilibrée en fonction des produits, c'est-à-dire des protéines, des végétaux, de tout ce qu'il y a de produits laitiers, des fruits, des produits laitiers, des légumes, et ainsi de suite. C'est ce que monsieur venait de dire juste à l'instant. Et ça fait partie en fait, d'une culture qu'on a peut-être un petit peu perdue, des choses qu'on nous avait enseignées quand on était jeune, que nos parents nous ont enseignées, et qu'au fil du temps, c'est épuisé, qu'on a perdu et qui s'est évaporé un petit peu dans la nature. Et les gens reviennent maintenant à quelque chose de plus concret, de plus terre à terre, et viennent comprendre un petit peu pourquoi on a perdu ces habitudes alimentaires. Voilà. Bien. Patrick Castets, en tant qu'enseignant. Oui, bonjour à tous. Donc l'importance médicale de l'alimentation peut être démontrée, ça c'est sûr. Mais bon, je me présente devant vous comme un cuisinier. Bon, la première question que je me pose, c'est est-ce que j'ai la possibilité, les méthodes pour rechercher, prouver. Donc santé, nutrition, terrain miné, comme a dit M. Remesi. Bon, manger tous les jours, c'est pratiquer du goût. Donc, préférer ou exclure des produits. La composition d'une assiette, c'est avant tout une affaire de goût. Donc, j'ai envie de vous dire une affaire de santé. Donc la cuisine comporte beaucoup d'éléments et on recherche pas seulement une seule cuisine, comme voudraient le dire les grands chefs autour des bons produits, la magnificence, le savoir-faire, la technique. Donc on a plusieurs pistes. La première que j'ai retenue hier, c'est une variation de technique. Donc on est sur de la recherche. Donc il ne faut pas écarter les grands courants technologiques, les nouveaux courants technologiques qui peuvent être étrangers. Et je m'en excuse, mais ça peut être des pistes très intéressantes. Il faut parler de la production, et je crois qu'hier, on a eu des ateliers très intéressants au travers de la production. On peut aussi rechercher les nouveaux produits. Alors, je vais reprendre l'exotisme, je vais reprendre aussi les légumes oubliés, les légumes retrouvés, etc., etc. Mais aussi, on peut rechercher une autre piste de cuisine intéressante, c'est les bienfaits pour la santé, avec un facteur goût qui est lié à une image psychologique du produit, et je pense qu'on arrivera à la développer. Ce produit est bon pour la santé. Et donc, j'aurai peut-être le loisir de développer un exemple de produit qui est bon pour la santé en suivant. Merci, Jacques Bally. Bonjour à tous. D'abord, pour me présenter en deux mots, j'ai passé 10 ans à la tête de la formation et du conseil d'un grand chef 3 étoiles français. Et j'ai pris depuis quelques mois la direction générale d'un groupe d'hôtellerie, restaurants, spa,
une chaîne d'hôtels de luxe française qui comprend les Fermes de Marie et la Villa Marie, qui s'appelle donc la Compagnie des Hôtels de Montagne, basée à Megève. Que ce soit dans mes expériences précédentes ou dans l'actuelle activité que je déploie, j'ai été confronté à la mise en place dans la structure restauration d'une offre produit qui est sans cesse dans un segment qui va de 5 € à 500 €. On doit donner à manger aux gens entre 5 € et 500 €. Comment faire pour ajuster dans cette offre produit à notre client un bon produit qui sera compatible avec une santé ou une culture alimentaire en adéquation avec la culture d'aujourd'hui? Dans les années précédentes, on a été confronté, on le voit sur le marché international, au curatif. On a eu en face de nous les tenants du curatif. On a eu par la suite en face de nous les tenants du préventif. Après le préventif, on a mis en avant la nécessité du plaisir et du bien-être. On se rend compte que curatif, préventif, plaisir, bien-être passe, quoi qu'il en soit, par un modèle culturel et un modèle d'éducation. Et nous, professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, on est confrontés tous les jours à l'impératif de donner à manger à nos clients en respectant un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs véhiculées par le monde d'aujourd'hui, par le changement culturel que nous sommes en train de vivre, et par la nécessité de satisfaire des clients qui, eux, ont des attentes qui ne sont pas toujours celles qui sont véhiculées par la culture. En l'occurrence, trop salé, trop cuit, trop longtemps, etc. Donc on est confronté à ces modèles culturels. On est confronté à... Dans notre modèle, on a des spas. Donc nous accueillons les gens sur la culture du spa, sur la culture du soin, et nous accueillons par ailleurs les gens sur des menus spa pour des menus bien-être. Ben, on se rend compte que dans cette culture-là, il est fort difficile de faire comprendre à tout le monde, et du moins à nos clients qui sont des clients aisés, qu'il y a une juste adéquation entre le prix et le service qui leur est rendu. Voilà, je pense que j'aurai l'occasion de vous développer ça par ailleurs. Bien, merci. On a déjà un élément d'entrée de jeu, un élément de réponse à une question que nous nous sommes posée depuis déjà quelques temps. Une réponse très ferme. Le bon produit n'existe pas. Donc voilà, c'est déjà une réponse claire. Et on a, au travers des différents propos, bien recentré sur cette question d'éducation. D'éducation à l'alimentation. Et sur les préoccupations, finalement, cette relation entre le produit et la santé ne tient pas tant à l'origine du produit qu'à la façon dont on l'utilise. Et la façon dont, dans l'alimentation, on va soit retrouver des pratiques que l'on a peut-être perdues compte tenu de l'évolution sociale qui est la nôtre, et donc nécessiter une éducation, que ce soit une éducation au sens strict ou une éducation professionnelle, mais dans les entreprises qui sont les vôtres, recherche de rééquilibrage, de redonner du sens à l'alimentation et de la remettre en perspective d'un comportement social. Sur cet aspect éducation à l'alimentation, et sur un autre point peut-être, M. Rémézy, que vous avez développé sur les conséquences des comportements alimentaires des Français, quel est votre regard de chercheur en tant que nutritionniste ? Donc la situation est très complexe. C'est vrai que, actuellement, on peut dire que la population est laissée livrée à elle-même. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de bien se nourrir, à moins d'être très éclairé, d'être quelqu'un de très savant, très sensé, ou bien d'avoir un bon sens, une sacrée dose de bon sens. Donc il est très difficile de bien se nourrir dans cet univers, dans ce meilleur des mondes alimentaires, où il y a beaucoup trop où l'offre est trop importante. Donc, nous sommes une société de riches et nous souffrons par conséquent de cette dérive vers une abondance de produits transformés. Alors, effectivement, pour recentrer aussi, et par conséquent, les consommateurs ne sont pas suffisamment éduqués, et puis ce n'est pas les étiquettes qui vont pas s'abîmer les yeux sur les étiquettes, ça ne changera rien du tout si on ne leur explique pas les grandes règles pour constituer un caddie équilibré.
Et on peut faire aussi le constat que si le flux des aliments et des boissons qui transitent dans un supermarché est déséquilibré par rapport aux besoins de l'organisme, on ne met pas n'importe quel carburant dans le moteur d'un véhicule, donc on ne met pas non plus n'importe quels aliments, n'importe quelle énergie pour soi-même. Donc si ce qui transite à travers le supermarché est déséquilibré, ça transite aussi dans la population environnante. Et par conséquent, donc, d'une certaine façon, dans la mesure où on n'organise pas l'équilibre alimentaire dans le flux des aliments et des boissons qui rentrent dans le supermarché, c'est toute la population environnante, consommatrice, qui en pâtit. Alors, le gros problème, c'est comment faire pour sortir de ce système. Alors, je vais ajouter, je peux rajouter quelques éléments de plus, je ne vais pas monopoliser la parole. Si on peut dire qu'il n'y a pas de bons aliments, c'est-à-dire qu'aucun aliment n'est parfait et l'alimentation, on est fait, c'est notre patrimoine génétique de chasseurs-cueilleurs, on est bien nourri lorsqu'on consomme une grande diversité de produits végétaux en premier, bien sûr, complétés par des produits animaux naturels avec quelques facilités, quelques ingrédients essentiels comme des huiles végétales vierges ou bien éventuellement un peu de sucre pour faire de la cuisine ou quelques éléments transformés pour nous faciliter la vie. Mais donc, on est notre patrimoine génétique, nous sommes des ex-chasseurs-cueilleurs, nous avons besoin, nous fonctionnons bien avec des produits naturels complexes. Donc, si on peut, aucun de ces produits naturels n'est suffisant à lui seul pour nous nourrir. Une patate, c'est très bien, mais on ne peut pas manger que des pommes de terre. Le pain, c'est très bien, mais on ne peut pas manger que du pain. Les noix, c'est très bien, mais on ne peut pas manger que des noix. Par contre, on ne peut pas donner le caractère indispensable à un aliment. Par contre, on sait qu'il y a de mauvais aliments. Autrement dit, le bon produit pour la santé tout seul n'existe pas, mais il existe par contre des mauvais produits pour la santé. Et ces mauvais produits pour la santé, malheureusement, ils sont trop abondants. Ce sont essentiellement des produits riches en calories vides. C'est-à-dire que ce sont des produits qui ne contiennent que de l'énergie et qui ont été débarrassés de la complexité des micronutriments. Il faut savoir que l'industrie agroalimentaire n'a pas été cadrée. C'est-à-dire qu'elle peut faire n'importe quel type d'aliments et de boissons sans aucune obligation de densité nutritionnelle. Les obligations concernent les qualités, la sécurité sanitaire, l'adéquation entre le contenu et l'affichage. Donc ça relève du contrôle des fraudes, mais on peut produire n'importe quel aliment. La qualité nutritionnelle n'est pas une obligation de résultat. Donc, bien sûr, dans ces conditions, puisqu'il n'y a pas de cadrage, c'est trop facile de faire des aliments en faisant du fractionnement alimentaire, de ce qu'on appelle du cracking, donc avec une dizaine d'ingrédients, matières grasses, sucre, farine, dérivés du soja, du lait, ainsi de suite. Donc, avec une dizaine d'ingrédients, on assemble tout ça, on met des arômes, on met des agents de texture, on met des colorants et on multiplie à l'infini l'offre alimentaire. Donc, cette voie qui a été effectivement très efficace pour faire proliférer les aliments doit être revue. On doit retourner aux fondamentaux de l'alimentation et ces fondamentaux de l'alimentation supposent, ne pourront, effectivement, ça nécessite d'abord une prise de conscience et ça nécessite aussi de maîtriser une certaine culture parce que finalement, ce qui pêche le plus de par le monde, ce n'est pas nécessairement les ressources alimentaires, c'est la capacité des populations à bien se nourrir, c'est-à-dire à acheter des bons ingrédients et à les préparer par un savoir-faire culinaire intéressant. Et donc, là aussi, nous avions une culture culinaire en France intéressante, certes, mais il ne faut pas dire non plus qu'autrefois,
on mangeait bien et que maintenant on mangeait mal. Parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs diététiques, manque de diversité alimentaire, trop de charcuterie, enfin, il y avait des erreurs qui étaient commises dans le passé. Et le problème, c'est qu'on continue à faire des erreurs, tout simplement là, par le biais d'une industrialisation trop forte et par le biais aussi du changement de mode de vie. Donc nous avons tous les éléments pour retomber sur nos pattes, pour bien faire, c'est-à-dire à la fois on a des progrès de la technologie, des progrès de la conservation, on a la diversité des aliments. Il suffirait d'avoir une volonté politique, effectivement, de vouloir bien s'alimenter et autrement dit, de mettre un frein à une certaine dérive du productivisme. On parle du productivisme agricole, il faudrait parler aussi du productivisme agroalimentaire, c'est-à-dire toujours vouloir mettre des produits sur le marché et les vendre à tout prix par un marketing alimentaire très agressif. Alors effectivement, la population ne peut pas résister à ça et du coup, elle est confrontée à des problèmes d'angoisse, éventuellement, et bien sûr, de santé publique, puisqu'on sait qu'on n'arrive pas du tout à maîtriser la surcharge pondérale, on n'arrive pas à maîtriser la progression de certaines pathologies telles que le diabète, l'hypertension, voire certains cancers. Donc vous voyez que le tout, en plus, il faudrait le situer, et j'y reviendrai tout à l'heure, si vous voulez, dans la perspective d'une alimentation durable. Voilà. Bien, merci. Il est dommage qu'on n'ait pas de représentant de l'industrie agroalimentaire. Je crois que... ils auraient sans doute quelques réponses à apporter à cette charge très lourde par rapport à un comportement industriel et social. Nous y reviendrons parce que je pense que dans vos propos, il y a quand même quelques interpellations, quelques questions. Le produit authentique, revenir sur des préparations, est-ce que ce n'est pas contraire à des phénomènes sociaux, à des comportements sociaux, à des changements de mode de vie qui notamment font que au sein des familles, au sein des couples, on a de moins en moins de temps à consacrer à la préparation culinaire et donc ou l'obligation ou une tendance à aller vers la facilité que constituent des plats préparés, donc issus de l'industrie agroalimentaire. C'est un point sur lequel nous reviendrons. Peut-être cette question de l'éducation à l'alimentation dans vos entreprises, dans les formations auprès de vos élèves, comment est-ce que quelle réponse vous apportez Scott Serrato, vous évoquiez cette question aussi de ce qu'attendent vos clients qui sont dans votre institut, dans votre hôtel, et de la façon dont vous répondez à cette question, comment vous essayez de les remettre un peu sur certains rails par rapport à ce comportement alimentaire. Eh bien, on a l'impression, moi j'ai l'impression que quand les gens ils viennent chez nous en Thalasso, ils viennent chercher bien sûr un petit peu de bien-être, ils ne viennent pas forcément maigrir comme on pourrait le penser. Ils viennent surtout chercher un peu de bien-être, une façon de vivre différemment, de couper un petit peu avec leur rythme de vie. Parce que tout le monde sait maintenant, on vit à 100 à l'heure, on ne prend pas le temps de manger, on ne prend pas le temps de vivre. On prend pas, maintenant, je me demande même si on va prendre le temps de mourir. Mais bon. Et donc, c'est vrai. Et donc, je veux dire, ce qu'ils viennent rechercher, c'est du bien-être, se relaxer, se détendre et avoir passé une semaine où on va les coucouner, s'occuper d'eux et tout. Et en matière d'alimentation, on s'aperçoit aussi que les gens, ils ont une alimentation très déséquilibrée. Pourquoi ? Parce que le midi, on reçoit beaucoup de gens de la ville. Hein. Et je m'excuse si vous êtes tous citadins ou autres, mais bon, on reçoit beaucoup de gens de Paris, de Lyon, de Genève et autres, et qui, de par leur activité, n'ont pas le temps de prendre le temps de manger à midi, de s'asseoir, de prendre un repas équilibré. Donc, ils mangent sur le pouce. Ils mangent le plus. Souvent, ils mangent un sandwich. Ils mangent comme ils peuvent, quoi. Parce qu'ensuite, il y a les contraintes professionnelles, il y a tout. Et donc, en venant chez nous, ils nous demandent un petit peu comment on fait pour équilibrer son alimentation au quotidien. Donc, on leur explique, on rééquilibre son alimentation par des prises de repas réguliers à heure précise, c'est-à-dire un bon petit déjeuner, un bon déjeuner et un dîner léger. Alors que généralement, les gens ils partent tôt le matin, ils ont à peine le temps de déjeuner. Le midi, ils prennent un repas sur le pouce et par contre, le soir, ils prennent un bon repas.
ce qui fait qu'ils ont une alimentation qui est déjà déséquilibrée. Voilà. Et donc on essaye de leur expliquer avec des mots simples, avec un sens logique, une façon de s'alimenter. Ensuite, on donne des cours de cuisine. On explique aussi qu'on peut limiter, parce qu'il faut savoir qu'on peut aussi faire une cuisine en limitant les sucres, les alcools, et les alcools et les graisses, qui sont, comme monsieur l'a dit, on n'arrive pas à maîtriser l'obésité, le diabète et d'autres maladies. Et donc, en maîtrisant déjà ces 3 éléments, on arrive à limiter un petit peu sa consommation en calories. Voilà. Et donc, on essaie de réapprendre de cette façon à nos clients, de réapprendre à manger, de réapprendre à s'alimenter. Oui, Jacques Bally, vous évoquiez dans votre propos introductif le passage du curatif vers un modèle plus culturel, hein, ce changement. Comment est-ce que vous l'abordez dans votre entreprise et dans les concepts que vous offrez à vos clients? C'est toute notre problématique au quotidien. Je vais revenir sur... Bon, nous, on n'est pas en achat caddie. Nos équipes techniques, nos équipes de cuisine viennent de chez vous la plupart du temps, des chefs au commis. On a des chartes nutritionnelles. On faisait référence au régime crétois et à sa pyramide. On a donc notre propre charte nutritionnelle. On a dans notre charte nutritionnelle, on fait apparaître bien entendu le bon produit, la bonne cuisson, la bonne portion. Et on travaille sur toutes ces valeurs-là. Nos équipes sont formées pour ça. Nos chefs font un travail de sourcing produit dans nos régions géographiques sur lesquelles nous travaillons. On se sent préparé et à l'aise pour affronter le fait on vend de bons produits dans de bonnes assiettes, dans de bons portionnages avec de bonnes cuissons. Pour autant, on est confronté à nos clients. Pour autant, nous sommes des commerçants. Et on est confronté donc à ce modèle culturel. On ne donne pas à manger de la même manière aujourd'hui à un Français, à un Anglais, à un Russe. On a des problèmes tout simplement de portionnage, de valeur de taille protéinique dans les assiettes. On a introduit petits mangeurs, grands mangeurs. On se rend compte que les familles qui viennent chez nous, les dames et leurs filles, sont rentrées dans un nouveau modèle de consommation. Ce modèle de consommation, c'est le modèle de la restriction. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le modèle d'une recherche qualitative, d'une recherche nutritionnelle, d'une recherche du goût particulier. On est dans la restriction. On va se priver. On va se priver parce que se priver, on va souffrir pour se priver. Et se priver va être la garantie rêvée d'un corps plus fin. Pardon ? Plus fin ou plus sain ? Dans leur esprit, plus fin. Et certainement plus sain. Et toute notre problématique est de rester à donner à nos clients de belles assiettes, de belles portions, en adéquation avec les prix pratiqués, tout en ayant nous-mêmes notre obligation de service, donc notre obligation entre guillemets sanitaire, en disant ce que nous donnons, ce que nos chefs donnent à manger, c'est sain, c'est équilibré, et ça correspond à notre culture bien-être, celle que nous voulons véhiculer. Il n'est pas forcément facile de véhiculer ce message auprès de la clientèle. Patrick Castet, juste une remarque. Donc vous travaillez dans une mention complémentaire qui s'appelle Art. À mon grand malheur, art de la cuisine allégée. Voilà, allégé. Et je voudrais reprendre sur ce point. Je préférerais art du bon produit et de la mise en avant des légumes, par exemple, mais parce que ça a été très dur de la qualifier. Le terme allégé renvoie déjà à un modèle dominant. Donc qui serait effectivement la cuisine pas allégée. Voilà. Alors je vais tout de suite mettre à l'aise tout le monde. La santé est gérée par des médecins et gérée par des nutritionnistes, et on a la chance d'en avoir un à la tribune. Donc je ne suis que cuisinier, donc je vais aider le client, mon élève, à appréhender tout simplement l'équilibre alimentaire, mettre en avant par des cuissons courtes
les protéines en les pesant à tous les stades de la fabrication et mettre en avant la cuisson des légumes, la cuisine des légumes et baisser la matière grasse. Donc c'est des objectifs vraiment très pratiques et on va dire simplement appliquer un aliment sain dans un corps sain. Donc c'est vrai qu'on a exploré beaucoup de pistes déjà, mais on peut aussi constater certains autres comportements alimentaires. En complément à ce que vous avez dit, aujourd'hui, la mode, ça représente 28 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui en France, c'est les pilules purificatives. Donc ça fait très très peur, mais c'est les compléments d'oligo-éléments, c'est le soin par les plantes, c'est un gros marché. Donc en tant qu'enseignant, est-ce que j'en parle ? Est-ce que ça fait partie de l'alimentation ? Je pense que le nutritionniste va nous répondre. On a aussi certains effets, les abus. On constate que les abus peuvent déclencher des maladies. Donc, en tant que cuisinier, tout simplement au travail de tous les jours, dans le travail du produit, est-ce que j'ai un rôle avec le client ? Est-ce qu'on peut m'accuser, et je vais poser la question à M. Robézy, est-ce qu'on peut m'accuser dans ma pratique de tous les jours, d'empoisonner ou de satisfaire. Quand je propose un T-bone à 350 grammes et que j'ai un client qui l'achète, est-ce que je vais être bien sûr provocateur, est-ce que je suis un assassin ? Bon, le mot est très fort, mais voilà. Mais il y a certaines craintes liées aussi à la peur alimentaire. Donc je regarde les médias fonctionner, je lis la presse, et je vois l'importance des lignes sur le travail du producteur, la grippe aviaire, la vache folle, le steak empoisonné. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans la réflexion d'éducation de la cuisine plus en général, au-delà de la technique, qui est quelque chose de fondamental dans la cuisine française, j'ai en plus des notions de santé à mener. Si je reprends et j'essaie de croiser un certain nombre de vos propos, Scott Sirato disait que sa clientèle, plutôt une clientèle urbaine, donc on voit bien le type de comportement social, on voit bien quelle catégorie on s'adresse. Monsieur Rémézy signalait son souci de faire revenir les gens dans le cadre d'une éducation à l'alimentation, à des pratiques beaucoup plus raisonnées, à partir de bons produits, de préparation. Mais est-ce que ça, finalement, c'est pas un peu utopique ? Parce que est-ce que cette société aujourd'hui, les gens auxquels on s'adresse, ils sont prêts à changer leur mode, non pas de consommation, mais leur mode de vie, pour revenir à des pratiques alimentaires beaucoup plus saines, et qui aille dans le sens que vous venez de décrire. Surtout quand j'entends 28 millions d'euros pour des pilules, des compléments alimentaires, qui sont donc là, d'une part, la prise de conscience que l'alimentation volontaire n'est pas équilibrée, et donc il y a une recherche de compensation par des phénomènes, des pratiques. Et j'aurais tendance à dire que peut-être aussi la semaine de Thalasso, c'est aussi quelque part une recherche, si ce n'est curative, mais du moins d'équilibrer ce que l'on perçoit les uns et les autres comme étant complètement déséquilibrés dans nos pratiques quotidiennes et dont nous sommes parfaitement responsables. C'est là que je voudrais vous interpeller, M. Rémézy, par rapport à votre propos sur le rôle de l'industrie agroalimentaire. Est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, quand même, quelque part, purement et directement, au premier chef, responsables de la situation dans laquelle nous sommes ? D'accord, je vais commencer par les pilules de monsieur. Donc, effectivement, on a affaire au meilleur des mondes, parce que d'un côté, on purifie les aliments, c'est-à-dire qu'on garde que l'énergie, les sucres, les matières grasses, les farines blanches, les amidons, ainsi de suite. Et de l'autre côté, on nous dit, mais écoutez, en allant au supermarché, en mettant des produits courants dans votre caddie, vous n'avez pas votre plein de vitamines, de minéraux, de micronutriments, donc il faut vous doper en allant acheter fort cher des compléments alimentaires. Donc on comprend bien que tout ceci, c'est réellement, c'est faire défaire, c'est du marketing, c'est un peu n'importe quoi. Il faut reconnaître qu'on n'est pas dans une façon de faire qui est durable, qui est valable. Bon, c'est notre société, elle est comme ça. Donc, soyons clairs, la solution, c'est effectivement de choisir justement, c'est le thème les bons produits pour avoir une bonne alimentation et non pas
de recourir à de la magie nutritionnelle. Donc il y a souvent du bricolage et qui parfois même ça peut revêtir des risques. Deuxième question, qui nourrit bien, qui empoisonne? Alors, apparemment, c'est un peu la préoccupation de notre collègue. Alors, tout le monde peut bien nourrir, tout le monde peut empoisonner, mais le premier responsable, effectivement, ce sont les industriels qui nous font des pseudo-produits allégés, enfin la liste de produits faussement allégés où on remplace un ingrédient par un autre et ça ne change rien au problème est extraordinaire. Et donc l'utilisation de produits vides sur le plan nutritionnel, donc tout ceci, ça organise en quelque sorte la dénutrition. Mais ensuite, il y a bien sûr les restaurateurs. Les restaurateurs, soyons clairs quand même, il y a beaucoup de démagogie en matière de restauration, c'est-à-dire que au lieu de mettre la moitié des légumes dans l'assiette, ce qui accompagne bien le féculent, ce qui accompagne bien la viande, et ce qui correspond à des nourritures très équilibrées, au lieu de ça, avoir beaucoup de sauce quand même. Hein. Je pense quand même qu'on peut dire que la restauration française voit quand même beaucoup de sauce. Voilà. Je pense qu'il y a certains cuisiniers dans la salle qui pourront, dans le temps qui nous est imparti, intervenir et répondre sur cette question. Donc, les restaurateurs sont effectivement responsables d'offrir à la population quelque chose qui est souvent fondamentalement déséquilibré. Mais ceci dit, par contre, faire un bon repas de temps en temps, c'est pas grave. Tandis que consommer tous les jours dans son caddie les produits transformés qui sont de médiocre qualité, alors là, ça a un impact, vraiment beaucoup plus important sur la population. Alors, qui est responsable de l'empoisonnement? C'est le consommateur lui-même. Le consommateur lui-même qui ne fait pas l'effort pour comprendre, pour savoir qu'il faut revenir aux fondamentaux et que, par exemple, en matière de pain, écoutez, si le consommateur ne veut pas comprendre que le pain blanc s'est dépassé, qu'il faut qu'il consomme ce qu'on appelle un pain type 80, fait avec des farines donc moins raffinées, qui va donner une couleur de mie un peu gris crème, mais pas blanc comme la chemise. Donc, si le consommateur reste dans ces habitudes-là, ou il ne veut pas changer, qu'il va préférer un yaourt arôme pêche parce que ça flatte davantage son palais que de consommer une pêche naturelle. Effectivement, si le consommateur en est à être hyper sensible au marketing alimentaire parce qu'il a vu à la télévision que ça faisait du bien à l'intérieur, on ne sait pas où, ainsi de suite, effectivement, à ce moment-là, évidemment qu'il y a une nécessité de prise en charge de la santé par soi-même, et pour soi-même et pour ses proches. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne dédouane pas pour autant en amont toute la chaîne alimentaire qui s'est trop artificialisée. Et c'est vrai qu'on pourrait, au lieu d'avoir des géants de la production et de la distribution alimentaire, on pourrait très bien avoir davantage, une alimentation davantage basée, et puis ça deviendra une obligation pour des problèmes de sécurité à venir, d'avoir davantage une alimentation basée sur des ressources régionales et d'avoir davantage une alimentation basée sur des services pour finalement, en fin de compte, pouvoir faire soi-même un repas équilibré sans trop de difficultés. Voilà. Mais, je comprends bien votre posture de chercheur et donc la forme quand même d'injonction que vous nous envoyez aujourd'hui, mais quelle réponse vous apportez aux professionnels qui vous disent mais finalement les consommateurs ils viennent chez nous, ils attendent telle ou telle prestation, tel ou tel produit en fonction de leurs habitudes alimentaires et donc quelque part dans notre société, notre économie de marché où ils sont quand même là pour gagner leur vie et satisfaire le client, comment est-ce qu'ils peuvent évoluer et faire évoluer les attentes tout en respectant les attentes de ces consommateurs
Là, j'ai des réponses vraiment, enfin, une situation tout à fait exemplaire de ce problème consommateur et puis acteur, c'est-à-dire professionnel, c'est la boulangerie française. Donc, effectivement, si un boulanger va faire un certain nombre de pains, des baguettes courantes, des pains de tradition, des pains de campagne, des pains multicéréales, bon, et si le boulanger ne fait rien du tout pour proposer un meilleur pain selon justement les conseils nutritionnels qu'on leur a donnés, selon les recommandations du ministère de la Santé, et ainsi de suite, s'il ne forme pas son personnel de vente, évidemment que les habitudes vont faire que rien ne va changer. Donc il est clair que, par contre, à l'inverse, si un boulanger tout d'un coup devenait un fanat de la diététique et voulait imposer à certaines clientèles, par exemple une clientèle un peu rurale, de consommer un pain qui ne soit pas très blanc, effectivement, il se saborderait, autrement dit, il perdrait une partie de sa clientèle. Autrement dit, entre la nécessité de vivre, de satisfaire une clientèle, et la nécessité également, je veux dire, d'améliorer l'offre sur le plan nutritionnel, il y a un juste milieu à trouver. Et souvent, je pense qu'on reste plutôt dans la catégorie je ne fais pas trop d'efforts parce que le client veut ça. Alors le client, il s'habitue à prendre ce qu'on lui offre couramment. Et la normale devient l'offre courante. Donc il y a effectivement toujours un petit effort à faire pour essayer de bouger les lignes. Mais cet effort, si on ne le fait pas, on reste dans la situation actuelle qui n'est pas satisfaisante, même si en France, on fait des cocoricots parce qu'on se croit le pays de la culture, ainsi de suite. Non, on n'est pas mieux nourri, on a beaucoup de maladies, ainsi de suite. Et vu nos supermarchés, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas de plus en plus vers des problèmes qui vont s'accentuer. Jacques Balise, Côte-Siratou, vous servez du pain blanc sur vos tables? Je reviens sur le modèle culturel. Quand on a une clientèle... Oui, bien sûr, on sert du pain blanc et on sert aussi du pain complet, du pain de campagne. Vous savez, on a 4-5 sortes de pain. Au plaisir. Le modèle culturel, je crois que il y a une problématique sociale. Quand vous dites, et je vous rejoins, dans des établissements comme le nôtre, on pousse la demande. Ce qui veut dire que par notre offre, on va satisfaire une demande induite de nos consommateurs. Donc on peut aménager, on est dans le bon produit parce que comme vous le dites, on source dans nos régions, on cuit par des process et par une organisation, donc dans notre charte nutritionnelle, je pense qu'on arrive à une alimentation plutôt saine. Mais parce que notre clientèle est elle-même, entre guillemets, éduquée. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a de l'argent, on est éduqué, mais en tout cas, comme elle vit dans un tissu social où certaines valeurs qu'on véhicule comme l'esthétique, puisqu'on est aujourd'hui dans l'ère du suprême, vous parlez de marketing, on est dans le marketing personnel, donc dans l'esthétique personnelle, et comme on se veut montrant aux autres et s'affichant comme étant d'une certaine esthétique, eh bien on va consommer pour en arriver à ce point-là. Et donc notre clientèle nous suit sur ces projets de manger bon, en manger sain. Mais je ne sais pas si toutes les couches sociales en sont arrivées à ce résultat. Et donc le modèle éducationnel est important. Oui, moi c'est une question qui me vient immédiatement à l'esprit. J'entends bien le caractère séduisant intellectuellement de ce nouveau modèle économique. On fait du sourcing local, on limite tant que faire se peut les intermédiaires entre le produit d'origine et l'assiette. Mais est-ce que c'est un modèle économique viable ? Et est-ce que c'est un modèle économique qui a vocation à être un modèle unique ? Donc, on avait un système de production de matières premières. L'agriculture est devenue une production de matières premières de bas prix. Maintenant, certes, tout le monde a entendu parler de l'augmentation du prix des matières premières, du blé, des produits laitiers, mais on était dans un système de production de matières premières. Donc, quand on est dans un système, dans un tel système, les aspects régionaux, les aspects développement durable, les aspects énergétiques ne comptaient pas.
actuellement, il y a une nouvelle interrogation extraordinairement importante. C'est-à-dire que l'alimentation en elle-même, tout compris, autrement dit jusqu'à dans nos assiettes, tous les actes jusqu'à la vaisselle, représentent plus de 30% des dépenses énergétiques et donc des pollutions. Donc, on comprend bien qu'il y a un problème. On dit que certains aliments font des milliers de kilomètres. Tout ceci est complètement aberrant. Alors, bien se nourrir pour bien se porter, pour la santé, visiblement... Vous n'êtes pas un fanat des asperges chiliennes, alors, si je comprends bien. Comment ? Vous n'êtes pas un fanat des asperges chiliennes. Bon, Voilà. c'est un thème, ça c'est Oui. pour Gérard Cagnat qui était... D'accord. Donc, finalement, on n'a pas réussi encore à motiver les pouvoirs publics, à motiver la population, à persuader l'ensemble des acteurs qu'il fallait, adopter de bonnes pratiques et des modes alimentaires plus sains pour la santé. Mais ce qu'on n'a pas réussi en matière de santé, on va peut-être être obligé de le réussir en matière d'environnement. Par exemple, on va pouvoir dire aux agriculteurs, autrefois vous aviez vos chevaux, maintenant il faut soyez prudents, il faut que vous, dans une région, il faut que vous soyez autonome en matière énergétique. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est pas, autrement dit, pas produire comme le font des usines pour faire du bioéthanol, et ainsi de suite, simplement que l'agriculteur ait une autonomie énergétique parce que si l'agriculture ne peut même pas, on n'est pas assuré que les agriculteurs aient une autonomie énergétique, où ira-t-on ensuite si par hasard il y a des crises et ainsi de suite. Donc de plus en plus il y aura la notion de certaines souverainetés régionales en matière alimentaire parce que ça correspondra à des économies de transport et à des circuits plus courts et aussi à une alimentation plus saine et à une meilleure protection de l'environnement. Alors, est-ce que ça veut dire revenir en arrière? Non, ça veut dire qu'il faudra reconstruire des systèmes modernes, beaucoup plus compliqués, peut-être, ou moins monolithiques. Ce ne sera pas uniquement des bassins de production tels qu'ils sont, mais avec, une agronomie plus complexe, une diversification des productions. Et tout ceci, c'est du bon sens, c'est-à-dire qu'on va à nouveau vers quelque chose de plus... de mieux gérer sur le plan de la nature et sur le plan de l'alimentation. Donc, pour vous dire que le système monolithique tel qu'on l'a construit, il est en train de devoir changer. Ou bien on va réellement au devant de crises extraordinaires. Bon, on voit bien au travers de votre propos qu'on est là quand même en train de traiter une espèce de grande peur sociale, des inquiétudes justifiées sur l'avenir, le développement durable, etc. C'est pas des peurs en soi, c'est pas des peurs en soi, c'est de l'anticipation. C'est sur le fait de dire que se pose la question, est-ce que notre système est une alimentation durable? Si la réponse, il faut vraiment travailler pour analyser. Si la réponse est non, notre système n'est pas durable, eh bien, il faut commencer à faire les réformes pour avoir quelque chose de plus durable. C'est pas des peurs. J'aime pas ce mot peur, parce qu'on n'est pas peureux. On est simplement, lucide. On veut réellement aller vers un avenir qui soit mieux géré, quelque chose qui soit mieux géré, qui soit moins monolithique. Parce que le système, il est monolithique. Voilà. Que vous ne soyez pas peureux vous-même, ça j'en conviens. Par contre, je pense qu'il y a un certain nombre de consommateurs qui évoluent dans leur comportement parce qu'ils sont motivés ou sous l'emprise d'une certaine crainte par rapport à l'avenir, si le terme de peur vous fait peur. Moi, je voudrais revenir quand même dans cette question de la santé, qui est, et là, m'adresser aux professionnels qui sont autour de la table, la notion de plaisir dans cette offre et dans les attentes de vos consommateurs. Jacques Bally évoquait le passage du curatif au préventif. On sent aussi une aspiration dans les produits qui sont demandés par rapport à dans cette logique de recherche de santé, une recherche assez récente, une volonté, une demande aussi de retrouver du plaisir. Et comment est-ce que vous l'entretenez, comment vous l'introduisez dans votre offre et dans la façon dont vous répondez à cette attente?
La notion de plaisir, nous on essaye de la transmettre à travers les plats qu'on prépare, les assiettes que l'on envoie aux clients. Enfin, pour moi, je suis cuisinier et je veux dire, j'ai du mal à envoyer une assiette que j'aurais pas envie de manger. Parce qu'il faut vraiment que le client ou la personne à qui on a préparé la cuisine, elle se sente un petit peu privilégiée. On a fait ça pour elle, on a fait un joli plat, on est content de le vendre. Mais vous êtes en train de me dire que le légume bouilli sans sel, c'est fini en thalasso, quoi. Je peux y aller. Bon, on peut faire un légume bouilli sans sel. Non, oui, de toute façon, moi, j'ai jamais fait un légume bouilli sans sel, à moins que le client me le demande. Mais je veux dire, si j'ai pas une demande spécifique, pourquoi je vais faire cuire un légume bouilli sans sel? Je vais en faire un avec du sel. Et je vais faire une cuisson à la vapeur, je vais cuisiner des légumes à sec, je vais faire dessécher des légumes, je vais faire rôtir des légumes. Je veux dire, une tomate rôtie au four, ça peut être très bon. Il faut juste réadapter sa façon de travailler en fonction d'une demande qu'on a vis-à-vis de nos clients. Il faut réadapter aussi sa façon de voir les choses. C'est sûr que, issu de la cuisine traditionnelle, quand on arrive dans une cuisine où on nous dit « bon, ben demain, on enlève le beurre, la graisse, l'huile pour cuisiner », au début, on nous met un gros coup de massue sur la tête. On dit, mais comment je vais faire? Comment je vais pouvoir pratiquer? Puis, après, à l'aide de gens comme une diététicienne ou autre, on nous dit, finalement, c'est facile, on peut cuisiner comme ça, on peut faire. Puis, aussi, on est très formaté en tant que cuisinier, parce que nous, on nous apprend qu'une cuisine, qu'une graisse, c'est un fixateur d'aliments et qu'il faut l'utiliser pour fixer les arômes parce qu'on n'y arrive pas sinon. Et donc, comme on est formaté dans ce sens, on a beaucoup de mal après en venant en thalasso, en diététique ou en minceur, en termes ou en autre, à essayer de recuisiner. Mais vu que j'ai pas eu de formation diététique et j'ai pas eu de déformation diététique, moi, j'essaye d'adapter ma façon de travailler par rapport aux éléments que j'ai, aux produits que j'ai, parce que j'ai la chance d'avoir de très beaux produits. Bon, après, je ne dis pas qu'il faut les payer cher et autres. Moi, j'ai beaucoup de chance. Bastelica, la personne qui était là hier, c'est mon fournisseur et c'est un type exceptionnel. Et après, on a la même chose au niveau des poissons, au niveau des viandes, on est très proche des petits producteurs. Et c'est eux qui nous amènent le plus souvent leurs légumes, leurs produits, leurs poissons et tout. Et donc, ça nous permet de faire une cuisine... ça nous permet de faire plus facilement une cuisine, on va dire, une cuisine diététique. C'est plus facile de faire avec un bon produit. Patrick Castet, les formations sont à ce point formatées? Je pense, vos élèves dans votre... Non, moi, j'explore des pistes, par exemple, un bon produit. Mais bon, ça peut être un parcours du combattant pour un formateur, un bon produit. Je vais prendre un exemple très concret que tout le monde a entendu. On va dire, la cuisine des algues, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors déjà, mon premier parcours du combattant, ça va être de trouver les algues, trouver le fournisseur, trouver la famille d'algues, trouver l'algue que je vais pouvoir travailler. Bon, ça, c'est mon premier parcours. J'ai le prix, bien entendu. Et puis après, quand je vais aborder la cuisine des algues, c'est adapter la recette, l'adopter. Parce que c'est peut-être pas un comportement alimentaire que tout le monde a. Manger une algue, manger une feuille de salade, c'est peut-être plus facile. Et après, une fois que j'aurai travaillé sur ces algues, il va falloir que je donne l'envie à l'élève à qui j'ai fait découvrir l'algue d'en manger lui-même, ce qui ne va pas être une mince affaire, et après donner l'envie de la cuisiner et de la promouvoir dans l'entreprise où il va travailler, malgré que beaucoup de chefs aujourd'hui ont envie. Les chefs ont envie de trouver des produits. J'aurais pu prendre aussi l'exemple du sel. Vous les trouvez où, vos algues? Mais voilà. En Bretagne, partout. Mais oui, partout. Effectivement, c'est facile à dire partout. Réellement, sur le terrain, c'est 6 mois. Mais si on ne rencontre pas la bonne personne, merci Scott, c'est vrai que ça peut être très dur. Donc voilà, la pratique pédagogique de la santé, du bon produit, on va bon produit, donc manger sain, manger par la santé, devrait rimer avec la santé, c'est pas forcément... on va prendre un superbe produit, le sel, la fleur de sel. Donc je sais qu'il y a des gens de Guérande aujourd'hui, très très beau produit.
Je me rends compte qu'en grattant un peu, je lis, je j'informe mes élèves. On mange 2 fois trop de sel aujourd'hui. Les Français mangent 2 fois trop de sel, 10 grammes par jour. On devrait en manger 5 grammes au moins. 25 000 décès liés à l'hypertension, 75 000 accidents cardiovasculaires. Voilà, donc c'est simplement des pistes de réflexion. Mais dans votre pratique d'enseignant, dans cette mention complémentaire, vous avez l'impression d'avoir été obligé de retravailler les techniques fondamentales, les techniques de base auxquelles faisait allusion Scott? Non. Je vous rassure, on cisèle, on émince, on braise, on rôtit, heureusement. Heureusement, et je veux dire, dans ce qu'on va intégrer, c'est des appareils de cuisson, c'est de la modernité, mais c'est en fait ce que font très très bien tous les chefs aujourd'hui. On ne se réfugie pas dans une codification stricto sensus, on s'ouvre, on participe, on échange, on lit, on s'informe, et tout simplement, je veux dire, tous les jours, avec le matériel dont on dispose, on est curieux. Et on a envie d'être curieux. En fait, il faut éveiller la curiosité parce que, effectivement, avec nos connaissances, notre élève, l'élève du lycée hôtelier, demain, va nous dépasser. C'est le précepte de base de tous les cuisiniers français, de tous les maîtres d'apprentissage. Bon, moi, je connais bien l'apprentissage, pour y être passé. Le maître d'apprentissage vous amène un savoir et puis vous travaillez et un jour, vous dépassez peut-être le maître. Jacques Mali, dans vos unités, au-delà de la recherche du bon produit et du respect des attentes, vous avez des protocoles particuliers par rapport à vos chefs en matière de production? Vous avez des normes spécifiques? Un chef reste un chef, avec sa personnalité. Donc il faut le gérer. Vous avez beau être directeur général d'un groupe, quand vous déboulez dans une cuisine, le chef, c'est le chef. Ça, c'est le premier postulat, mon cher Jean-Marie. J'ai déjà remarqué, oui. Moi, je trouve que c'est très bien. Toutes choses égales par ailleurs. On fait intervenir un cuisiniste. On décide avec le chef que dans la charte nutritionnelle, on va utiliser un nouvel équipement, une plancha inclinée, qui a d'énormes avantages, c'est de permettre l'évacuation directe des graisses de cuisson. Soit votre chef vous dit c'est bien, c'est parfait, c'est génial, ça va dans la... Soit il vous dit ça m'intéresse pas, je cuirai pas avec ça, j'aime pas, ça a tel inconvénient, tel... Bon, après vous avez toujours l'autorité hiérarchique qui vous permet d'imposer. Mais un chef reste un chef. Donc en effet, nous avons des protocoles. Nous faisons travailler nos chefs avec des nutritionnistes. Nous avons notre charte, nous avons des plans de formation, nous travaillons, on essaie aujourd'hui, dans le cadre de la Mercurial Produit, de leur imposer une sélection de fournisseurs, une sélection de produits. Mais quand un chef a pris l'habitude de travailler avec un fournisseur parce qu'il apprécie la relation et parce qu'il apprécie le type de produit qui lui sert, vous ne le ferez pas changer d'avis. Alors, heureusement pour nous, nous avons une équipe qui est dans la même ligne directrice que ce que nous souhaitons en termes de bons produits, bonne cuisson, bonne portion. Mais on a par exemple des établissements à Saint-Tropez. Quand vous avez une certaine clientèle qui débarque à Saint-Tropez, même si votre chef a été formé, si l'hospitality management a été formé, vous avez une clientèle qui va vous demander de ne pas respecter votre charte nutritionnelle. On en revient à la demande et à l'éducation. Et là, la question est, est-ce qu'on sort, on ne sort pas? On ne peut pas imposer, la rigueur ne peut pas être comme ça absolue. C'est pour ça que j'en reviens juste à un modèle qu'on trouve aux États-Unis sur le curatif, le préventif. Le premier modèle qui a explosé en bourse, puisque ça a fait la fortune de certains, c'est Weight Watchers, qui est passé de 5 $ à 50 $ l'action en étant dans le modèle curatif. Les mêmes actionnaires ont voulu jouer le rôle du préventif et ça n'a pas été aussi performant parce que justement on a retrouvé la notion, on n'était plus sur le même segment de consommation et le client, on n'a plus retrouvé le même consommateur, donc plus le même business. Christian Ramesi, je sais que vous voulez revenir sur un certain nombre de propos, mais je voudrais entendre votre réaction sur l'exemple qui a été choisi. Est-ce que le retour à une santé alimentaire, c'est forcément le passage par la consommation d'algues?
Le retour, je veux dire, à une bonne gestion de la santé par l'alimentation, c'est la diversification des produits naturels. Et l'algue fait partie d'un de ces produits naturels. Bien Historiquement consommé? Historiquement consommé par certaines populations. Au Japon, par exemple. Donc, je voulais faire quelques commentaires sur le plaisir, parce que ça me tient vraiment à cœur. D'abord, vous le savez, nul n'a le monopole du plaisir. Hein. Si vous voyagez de par le monde, certains ont plaisir à manger des choses que vous n'avez pas plaisir de manger. Donc déjà, ça introduit beaucoup de relativité. Deuxièmement, il y a la manipulation du plaisir, c'est-à-dire qu'il y a un produit qui est bon, une pêche qui est vraiment extra, parce qu'elle a ses arômes naturels qui nous indiquent, en tant qu'ex-chasseur-cueilleur, que cette pêche est vraiment mûre. Donc, voilà, c'est formidable. Le produit est à la fois délicieux et en même temps dans un stade de maturité idéal, et ainsi de suite. Et puis, il y a l'invention des arômes. C'est-à-dire que 50% de nos produits sont aromatisés artificiellement. C'est-à-dire qu'on met des arômes, on dit soi-disant naturels, mais ça n'a rien à voir avec du naturel. C'est des arômes ajoutés dans un aliment. J'ai cru savoir que même certains grands cuisiniers avaient cédé aux vertus de quelques arômes ajoutés. C'est vrai ou c'est faux? Non, mais c'est... Jean-Claude Ribaud confirme. Bon, c'est vrai, nous on n'en utilise pas parce qu'on n'a pas le... Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on va revenir donc sur le cœur du sujet. Donc, manipulation du goût, et ça c'est très grave, c'est très très grave de manipuler le goût parce que ça n'est plus du tout, on nous trompe, parce qu'on peut, avec des arômes, faire penser que le produit est bon, alors que ça n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque du produit. Et c'est une manipulation générale. Et je persiste, et c'est vraiment la plus grande manipulation. Et ceux-là même qui manipulent le goût revendiquent le plaisir en vous disant, donc, essaie d'instaurer la dictature du plaisir. Et je peux vous... autre chose aussi, à propos des légumes vapeurs, ainsi de suite, on a plaisir aussi, des fois, à manger des aliments tout simples. Une patate à l'eau, ou quelque chose comme ça, ou un haricot vert, juste cuit comme il faut, et puis des choses très très simples. Donc, les choses très simples, c'est pas intéressant, il n'y a pas de valeur ajoutée, ça va nous détourner des produits transformés aromatisés. Donc, il faut faire la dictature du plaisir. Et si vous voulez, si vous développez un discours sur l'alimentation durable, sur l'intérêt d'avoir une alimentation saine, ainsi de suite, vous avez quelqu'un dans la presse qui va vous dire que vous êtes un ayatollah, qui voulait empêcher les gens de se faire plaisir, ainsi de suite. Donc on voit bien qui veut manipuler le plaisir. On voit bien l'intérêt d'actionner le levier plaisir, parce que justement on le manipule. Un intervenant sur une table ronde hier parlait de l'extension mondiale d'un modèle puritain anglo-saxon. Quelque part, est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette... Non, il ne s'agit pas de modèle puritain, mais non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement d'alimentation durable. Il s'agit de retourner aux fondamentaux et en même temps de tenir compte des enseignements de la science. C'est-à-dire qu'autrefois, je vous le répète, ne se nourrissait pas nécessairement bien parce qu'on n'avait pas toutes les connaissances. Maintenant, on peut avoir la technologie pour produire les produits, on peut avoir le savoir-faire et on peut tout bien faire. Et pourquoi ne le fait-on pas? Tout simplement parce qu'il y a un train économique qui est lancé et qu'on ne change pas comme ça. Et je le sais, ça, je ne suis pas naïf, je sais très bien que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change réellement, qu'on arrête la marche d'une machine, évidemment. Mais il n'empêche qu'il faut quand même se poser la question de savoir si on va réellement, s'il n'y a pas eu des dérives, si on ne va pas vers des problèmes encore plus graves à l'avenir. Voilà. Mais rassurez-vous, je suis convaincu de vos propos. Bien, sur ce sujet, et donc sur cette question du plaisir, est-ce qu'il y a d'autres interventions si vous souhaitez intervenir sur le sujet, parce que je vois que l'heure tourne, on va peut-être donner la parole à la salle
et voir si au travers des propos, bon, c'est vrai que nous sommes loin d'avoir épuisé le sujet, on a survolé un certain nombre de questions et de points, mais ce sujet, comme vous l'avez signalé en introduction, est infiniment complexe, mais j'imagine qu'il doit y avoir un certain nombre de questions. Je vois déjà un bras qui se lève. Donc Éric Roux. Oui, bonjour, Dominique Montou, institutrice. Je me sens tout à fait perdue dans cet auditorium, mais ça fait rien. Je me sens bien à ma place grâce au mot produit et surtout goût, parce que depuis 17 ans, je dispense une méthode d'éducation du goût auprès d'enfants de CM1. Alors, je le disais hier dans l'atelier numéro 5, il y avait un nom qui n'avait pas été évoqué, ou très peu, c'était le nom de Jacques Puiset, qui est mon maître. Maître au sens de initiateur d'une méthode d'éducation. Notre maître. Pardon ? Notre maître. Merci, mais il n'a pas été énoncé, son nom. Et moi, je lui dois tout, et en particulier cet éveil que je fais auprès des enfants et qui les transforme. Et je suis ravie d'être là ce matin parce que M. Remézy me fait comprendre que j'y ai bien ma place. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez parlé... Excusez-moi, je prends mes lunettes. Vous avez parlé de manipulation du goût. À travers l'éducation du goût que je fais, vous allez dire, oui, elle éduque le goût, ben nous aussi, etc. Moi, je suis institutrice au sens d'instruire. Et donc, cette éducation du goût, je la fais par les sens. Je ne pars pas du produit pour le décrire, avec des mots qui seraient complètement abstraits, mais je pars des sens des enfants. On fait une leçon sur chacun des sens, disséquant les sens, aussi bien l'olfaction, la gustation, le tactile, qui fait partie du plaisir alimentaire, l'auditif également. Et puis, à partir de ça, on va vers le produit. On fait donc l'inverse, on part du sensoriel. Et lorsque vous disiez, je reprends manipulation du goût, à la fin de l'année, on fait une séance à peu près tous les 15 jours, donc 20 séances dans l'année. Je leur fais faire des yaourts à la fraise. Au mois de juin, c'est la saison. Les enfants apportent des fraises qu'ils vont acheter avec leurs parents. On amène des yaourts nature non sucrés et on fabrique un yaourt à la fraise. Je ne peux pas vous dire que ça les satisfasse beaucoup. Ils préfèrent sans doute le yaourt aromatisé à la fraise. Et comme on a travaillé sur leur sens, je leur montre qu'en fait, dans le yaourt aromatisé à la fraise, ils sont abusés sur 4 des 5 sens dont ils disposent. Arôme fraise, le sens olfactif est abusé. Colorant, le sens visuel est abusé. La tactilité abusée par l'édulcorant, par l'agent de texture que l'on met pour le rendre plus lisse, plus velouté. Et enfin, un édulcorant pour remplacer le sucre. Ils ont 5 sens, ils sont abusés sur 4. Donc tant pis pour l'agroalimentaire, le yaourt aromatisé à la fraise, sans dire il ne faut pas acheter ça, car je ne peux pas être précepteur, ce sont les parents qui achètent. J'essaye de leur dire qu'on peut faire les yaourts autrement. Je ne suis pas sûre de les convaincre quant au plaisir qu'ils ont du yaourt aromatisé à la fraise, mais au moins je les amène à lire leur étiquette. Et quand en fin d'année, ils viennent me dire que leur tic-tac bleu, vert, orange, c'est un colorant bleu, vert, etc., bien ça me fait plaisir parce qu'ils ont été lire ce qui est écrit. Voilà. Et on part à l'inverse. Donc la grosse question, c'est comment motiver les pouvoirs publics. Vous l'avez aussi évoqué, M. Remézy. L'éducation nationale, qu'est-ce qu'elle fout ? Rien. Je me permets d'insister parce que depuis 17 ans, je n'ai pas été soutenue par aucun inspecteur. Je suis seule dans ma classe, je n'intéresse personne. Lire, écrire, compter, telle est ma mission. Je suis désolée. C'est du vécu. Et j'ai 38 ans de carrière. Bon, j'admets volontiers le caractère polémique de cette intervention. Vous avez autour de vous des enseignants des écoles hôtelières, vous avez différentes opérations sur la semaine du goût qui ont été mises en place dans cette ville, dans ce département, et qui conduisent, qui sont sans doute insuffisantes, qui sont sans doute des opérations qui peuvent être améliorées, mais on ne peut pas dire que l'ensemble du dispositif, je ne peux pas vous laisser dire que l'éducation nationale ne fait rien sur le sujet, même si ce qu'elle fait est totalement incomplet et peut être modifié, je vous l'accorde. Je peux répondre si vous voulez. Moi, j'ai eu la chance d'être invité à une commission paritaire et de créer un diplôme, une mention complémentaire. Et je remercie l'éducation nationale parce que quand on a présenté le projet, 4 ans de travail, la première fois qu'on l'a présenté, c'est vrai qu'avec Scott et différents chefs de thalassothérapie, on n'avait peut-être pas mis tous les arguments, mais on est revenu à la charge et on a été suivi
par le corps inspectoral qui est ici et qui nous a tout le temps aidés. Et c'est vrai que si on a une démarche, je pense et je crois, en tant qu'acteur de l'éducation et professeur, je pense que quand on a une démarche, on peut, dans l'éducation nationale, faire évoluer les choses. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec vous, je ne vais pas rentrer dans la polémique, hein. Il y a sûrement un problème d'éducation du goût dès l'enfance. Et là, c'est la nutrition. Et donc, je crois qu'entre les faits et usages et la nutrition, il ne faut pas mélanger, quoi. C'est deux discours. Voilà, pour vous répondre. Oui, il y a les manipulations du goût dès l'enfance. Tout à fait. C'est-à-dire Non, mais que les produits destinés... Voilà. Et puis, il y a c'est ce que aussi, j'ai dit. bien sûr, l'influence de la télé, et ainsi de suite. Juste un point, j'aurais dû préciser, pardonnez-moi madame, avant de... ceux d'entre vous qui étaient avec nous dans ce forum l'année passée, vous vous souvenez sans doute que nous avons rendu un hommage appuyé à Jacques Puiset. Et donc, voilà, je voulais le signaler, ne l'oublions pas. Oui, moi je pense que madame a entièrement raison, parce que je suis comme elle, j'ai 38 ans de carrière, je suis professeur de collège, et j'ai mené une expérience sur le goût en 6e à Lille pendant 4 ans, à Lille, dans le Nord. J'ai été soutenue effectivement et subventionnée par la DRAS, mais le rectorat a fait la sourde oreille aussi. Et je pense que la 6e, c'est déjà trop tard. Il faudrait qu'il y ait pratiquement 1 heure d'enseignement du goût, du goût et des sens à l'école dès la maternelle. C'est trop tard déjà en 6e. Et justement, quand on parle des consommateurs qui ne sont pas... sauf peut-être effectivement la clientèle haut de gamme des spas et autres centres de thalassothérapie qui ne sont pas conscients du problème, il faudrait peut-être les initier dès la petite enfance. Et à travers les enfants aussi éduquer les parents. Parce que quand on voit le contenu des caddies dans les supermarchés, on est édifié. Voilà. Oui, comme on en est aux hommages, je voudrais rendre hommage à Madame Fontès et Monsieur Gaillard, qui étaient mes instituteurs, qui m'ont appris à lire et à compter, et ainsi à être très curieux et très critique. Mais on n'est pas là pour parler de nous. Je voudrais revenir sur une notion de plaisir avec Monsieur Rémézy, où en fait, il y a une alternative, c'est soit le produit brut, Christian, juste cuisiné simplement, soit on rajoute des arômes. Mais pourtant, juste à côté de vous, vous avez un cuisinier qui manie des techniques de cuisson, de transformation, de transmutation de produits bruts pour les rendre meilleurs. Est-ce que c'est pas ça un peu le problème ? Ah oui, au fait, j'aime beaucoup votre côté anglo-saxon avec votre accent, Christian. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire avec un technicien de la cuisine, des techniciens de la cuisine et des techniciens de l'alimentation comme vous ? C'est-à-dire partager une expérience pour se dire comment on peut rendre plus glamour une satanée endive juste cuit le plus simplement du monde. Est-ce que là, il n'y a pas un vrai boulot ? Si, mais malheureusement, c'est surtout les fins cordons qui maîtrisent bien cette chose-là. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas nécessairement bien bon cuisinier, c'est vrai. Et ça compte pour aboutir à valoriser les produits bruts. Pour valoriser les produits bruts, il faut un savoir-faire. Et ce savoir-faire, par exemple, les jeunes ne vont pas acheter des légumes parce qu'ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas comment cuisiner les légumes, par exemple. Après, moi, je suis très intéressé pour travailler avec des gens comme Christian, puisque nous, on travaille avec une diététicienne, mais des gens comme Christian nous intéressent beaucoup, comme des gens, je reviens encore sur Bastelica, qui sont des précurseurs en matière d'agriculture biologique, mais derrière ce mot et derrière son travail, il y a toute une philosophie de culture, il y a toute une démarche intellectuelle qui fait que ces gens-là sont végétariens déjà, qui mangent les produits qu'ils fabriquent et qui ont une alimentation très très saine juste en consommant des légumes et en les agrémentant avec des produits laitiers, avec des féculents. Et on s'aperçoit qu'ils n'ont pas de carence nutritionnelle, qu'ils arrivent très bien à équilibrer leur alimentation. Donc il y a vraiment, c'est vrai. Et on en parlait tout à l'heure et il me disait que le nom de la mention art de la cuisine allégée n'est pas bien choisi, surtout que ça fait tout de suite rapport aux produits allégés, que moi j'utilise jamais j'utilise un produit allégé. Je n'utilise pas non plus de sucre de synthèse, je suis contre, parce que j'estime qu'un sucre de synthèse, par définition, c'est un produit chimique. Et donc, je préfère travailler avec du fructose, même si c'est un peu plus calorique, avec un jus de fruits naturel pour faire mes desserts, pour préparer mes préparations sucrées. Mais c'est une philosophie, c'est une façon de voir les choses.
Et voilà, on parlait de ça parce qu'il nous disait que notre mention complémentaire avait un nom qui était mal choisi. C'est vrai. Mais voilà, on était contraint de trouver un nom très rapidement. On en a mis 20 sur le tableau et puis on en a sorti un. En gros, c'est ça. Oui, bonjour, je suis chef de cuisine aussi. Je m'appelle Dominique Valadier. Je suis chef de cuisine dans une collectivité. J'ai 800 repas tous les jours. Et je suis tout à fait en osmose avec M. Rémézy quand il dit qu'il n'y a pas de bons produits, mais qu'il y a une bonne alimentation. Pour ce qui est de notre part, effectivement, on est arrivé à passer par-dessus les marchés publics qui nous imposent aussi des normes draconiennes en démultipliant nos sources. Autrement dit, en allant chercher des produits frais moins chers que les produits industriels. Pour ceux, on fait ce qu'on appelle le mot qui est à la mode, qui ne me plaît pas trop, mais qui s'appelle nourriture raisonnée, par exemple, ou biodiversité. En fait, je crois que ça, c'est des mots à la mode. Ce qu'il faut faire, et ce qu'il est souhaitable de faire pour avoir un bon produit et une bonne alimentation, c'est effectivement se fournir le plus près possible de la source de production. J'en veux pour preuve que, par exemple, à côté du lycée où je travaille, il y a un poissonnier. Je me sers chez ce poissonnier. Il y a un marchand de légumes. Je me sers chez ce marchand de légumes. Et effectivement, on arrive à faire rentrer des gens du commerce classique qui sont généralement assez réfractaires à une action ou à un cuisinier de l'éducation nationale. On arrive à les faire rentrer dans un projet qui nous permet de travailler avec eux et les meilleurs produits qu'on puisse avoir. Notamment, en plus, j'habite dans une région qui est tout à fait favorable aux légumes et aux fruits. Et contrairement à tout ce qu'on peut entendre depuis ce matin, c'est pas, le goût, ça se forme n'importe quand, à n'importe quel âge, et j'en suis convaincu. J'ai travaillé avec des primaires pendant 10 ans, j'ai travaillé avec des collèges pendant 12 ans, et je travaille depuis 18 ans avec des lycéens. Que l'on soit en maternelle, que l'on soit au CP, que l'on soit en 6e, que l'on soit en seconde, il est toujours possible de faire changer le régime alimentaire des enfants à la condition de bien les servir avec le sourire, des bons produits et bien préparés. Merci beaucoup. Bonjour, je suis professeur d'économie-gestion en école hôtelière aussi. Je voulais dire, le marketing est accusé de tous les maux, à juste titre. C'est un outil, il permet surtout normalement de créer de la valeur pour le client. Il permet aussi de faire des choix pour se différencier, c'est-à-dire cibler sa clientèle pour différencier son offre. Donc peut-être que la question c'est aussi comment créer de la valeur pour le client si on ne connaît pas déjà la valeur des produits au départ. Et c'est bien le problème qui se pose quand même. Et c'est la question que j'ai envie de vous poser aussi. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Par contre, ce que je sais... Je pense que Jacques Bally a parfaitement compris. C'est qu'on peut vendre avec du marketing un peu n'importe quoi. On peut vendre par exemple de la nature alors qu'il s'agit d'un produit laitier qui a été fait dans des conditions de production très, très industrielles. Donc on peut vendre du commerce équitable, on peut vendre bientôt de l'environnement, mais sans que ça soit réellement authentique. Alors effectivement, le problème, c'est qu'il faut utiliser le marketing, mais à des bonnes fins. Mais le problème, c'est un problème d'éthique. Y a-t-il une éthique dans le marketing? Voilà, c'est ça la question. Apparemment, il n'y en a pas trop. Je pense, si je peux reformuler peut-être la question de l'intervenante, est-ce qu'il n'y a pas un peu une caricature à dire qu'il y aurait d'un côté de méchants industriels de l'agroalimentaire cherchant uniquement à faire du profit, et de l'autre de pauvres analphabètes consommateurs qui seraient soumis et pieds et poings liés? Il y a quand même dans nos sociétés et dans les pratiques économiques une recherche de satisfaction du client et donc une identification préalable
des attentes des clients. Un intervenant hier encore disait de façon très provocatrice, mais je reprends parce que finalement c'est la seule idée que je trouve pour l'instant. Il n'y a pas de droit de copyright, donc je peux le réutiliser. Le même consommateur va effectivement aller dans sa coop bio et puis acheter un paquet de bonbons Haribo pour ses gamins, en sachant pertinemment ce qu'il y a dans les bonbons Haribo. Ne choisissons pas des exemples trop caricaturaux et il ne faut pas effectivement... Je pense que le chiffre d'affaires d'Haribo n'est pas caricatural. D'accord. Mais j'allais dire, les ravages, je pèse bien mes mots, du marketing en matière alimentaire, il ne faut pas les nier. Là, ou bien on fait preuve d'angélisme. Non, je ne dis pas que le consommateur ne garde pas. C'est ça le message. Chacun d'entre nous garde effectivement son autonomie, son pouvoir de décision. Heureusement, mais ne nions pas le ravage du marketing alimentaire industriel qui est vraiment très puissant, très très puissant. Donc, bonjour messieurs. Oui, je dis bonjour à tous les intervenants. Je trouve que c'est très intéressant d'entendre tous vos dialogues avec la salle et vous-même. Je rebondis sur le côté anglo-saxon que vous avez nommé, les Haribo. On sait d'où que ça vient. On est français, on défend nos produits, les Haribo. Si c'est pas bon, on le laisse de côté. Hein, d'accord. Non, je dis, excusez-moi, je suis désolé, je ne suis pas un pro du micro. Vous avez parlé d'Haribo, là. Bon, c'est pas tellement français, ça, je crois pas. Non. Alors qu'il y a tant de produits français qui sont de qualité. Moi-même, je suis boulanger-pâtissier, maître boulanger même. Donc je vous dis juste ça comme ça, c'est par sympathie. C'est par sympathie. Mais je réponds à Christian, qui a eu une petite phrase qui m'a bien plu. C'est que dans le temps, les gens mangeaient du pain noir. Bon, la guerre, je n'ai pas connu, je suis 51. Bon, l'après-guerre est venue. Il y a eu l'évolution, par erreur, des pétrins avec des poulies qui ont les plus vite normalement. Et avec l'oxygène qui rentre dans la pâte, les boulangers ne savaient même pas comment ils faisaient le pain blanc à l'époque. C'est à vérifier dans les textes. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que pour avoir mangé des trucs de qualité, automatiquement, les farines sont travaillées dans un certain travail bien déterminé, avec un taux de glutage ou un taux d'extraction de la farine, compte tenu des éléments nutritionnels, que ce soit le germe qui est enlevé obligatoirement, qui est réservé à germe blé, des trucs comme ça pour les gamins, pour les aliments, pour les enfants, pour les animaux. Et en fin de compte, les farines que l'on a maintenant, sont des farines, vous avez nommé 80%, 65%, je ne sais plus, mais il ne faut pas dire que le pain qui est maintenant en blanc n'est pas bon. Il est mangeable quand c'est fait par un artisan, qui a sa pancarte nommée artisan. Maintenant, ce que vous achetez dans les supermarchés à 0,60 francs, c'est de la merde pour moi. Voilà, je vous le dis franchement. Alors c'est occasionnel, on va au supermarché, on est avec les gosses, et puis bon, le pain est à côté, on le prend par côté pratique, parce qu'on sait qu'on ne va pas faire un détour pour faire acheter une bonne baguette chez boulanger. Bon voilà, j'ai tout dit. C'était une petite apartheid. Je suis boulanger, je défends mon métier, hein, d'accord. Et puis je félicite ce que vous avez dit, parce que vous l'avez bien dit. Maintenant, le pain de qualité, malheureusement, peut-être pas pour tout le monde, mais bon, quand on veut manger du bon pain, faut le payer, compte tenu des charges sociales que l'on a et tout ce qui incombe. Voilà. Et je pense que je ne vais pas être le seul à avoir la même idée que moi. Maintenant, on va vers les pains avec des adjonctions de produits, avec plein de calories dedans et tout. C'est très agréable à manger. Mais d'où vient la boulimie? Il y a bien un peu ça aussi. Hein. Par contre, on ne peut pas se payer tous les jours du pain aux noix, du pain au sésame, du pain au pavot, etc. J'en passe. Mais le pain donc, est quand même la base de la vie en France. Le pain, c'est la vie. Ouais. Il y avait un slogan dans le temps, le pain, c'est la vie. Vous mangez un repas sans pain, un repas de rien. Il y a ça 40 ans, c'était la mode, on disait ça. Et je vais rebondir sur ces deux maximes-là. Et je pars du principe qu'on est en France, on a des bons produits. Alors venez pas pour nous polluer avec des produits étrangers. Là, hein. Il y en a assez en France des bons produits. Voilà. Et entre autres le pain, qui est exporté dans le monde entier avec nos recettes et tout ça. Voilà, je vous remercie de mon attention. Excusez-moi, j'ai peut-être un petit peu... Merci pour votre témoignage et désolé de vous avoir agressé avec Haribo. Je ne recommencerai plus, c'est promis. Non, vous ne m'avez pas agressé, mais bon, vous avez voulu rebondir sur la vache folle. Vous savez très bien que s'ils n'avaient pas trouvé une idée convenue, la base d'Haribo, c'est fait avec des machins de viande. Vous savez très bien. Merci, gélatine, entre autres. Donc Vanessa Gilbert, je suis diététicienne non frustrante et AOC.
Je voulais en fait, alors j'ai des questions, mais je voulais aussi, il y a une chose dont on n'a pas parlé, dont j'ai pas entendu parler par rapport aux bons produits et à la notion de santé, c'est la notion du lien et du lien humain. C'est-à-dire que moi, dans mon cabinet, effectivement, j'essaie d'orienter les gens, de leur montrer que en Touraine, puisque je pratique en Touraine, il existe une agriculture et une agriculture de proximité. J'ai fait un tableau où j'ai recensé tous les marchés qui existent sur Tours, sur le département, et je donne à mes patients des listes de marchés, je donne à mes patients des listes de restaurants qui travaillent avec des bons produits. J'aimerais bien en citer un qui s'appelle Les Chandelles Gourmandes, parce que je suis particulièrement fan. Voilà, donc, et des noms de producteurs. Je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Convergence Bio. On a fait 2 actions, une sur la remontée du sel et une au mois de septembre. Je rejoins madame tout à l'heure par rapport à la notion d'éducation du goût. Effectivement, la notion d'éducation du goût, c'est bien d'en parler. Ça fait 10 ans que je suis diplômée, ça fait 10 ans qu'on en parle. Et en 10 ans, le budget, il a diminué. Donc, c'est bien d'en parler, mais à un moment donné, c'est pas comme McCain, c'est pas ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Par rapport j'avais une question par rapport, on a parlé tout à l'heure du régime crétois. Donc c'est bien, c'était très mode, les producteurs d'huile d'olive sont super contents. La notion du régime crétois, il y a bien un mot, c'est crétois. A priori, on n'est pas en Crète, donc juste à un moment donné, il faudrait replacer les choses dans leur contexte. Et il y a une donnée qui n'a pas été mise en avant par rapport à cette notion du régime crétois, et je ne sais pas si M. Rémézy a des données là-dessus, c'est le pourcentage de produits justement transformés qu'il y a dans ce type d'alimentation par rapport à nos alimentations, notamment occidentales. Il faut savoir qu'au départ, les produits industrialisés ont été faits pour dépanner. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le ponctuel, c'est d'aller faire son marché le week-end et d'aller cuisiner. Alors, quand j'entends parler de la notion de temps, il me semble que les 35 heures, ça ne date pas d'il y a 300 ans. Donc, la notion de temps libre... C'est fini maintenant. La notion de temps libre... Pas encore. La notion de temps libre, elle est somme toute relative et elle est aussi ce qu'on en fait et à quoi on l'occupe. La notion de budget, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qu'on en fait de ce budget. Alors effectivement, si on va avoir l'écran 16/9, la voiture qui va bien, partir au ski l'hiver, à la mer l'été, etc., bah effectivement, il faut accepter à ce moment-là de mettre 0,70 centimes dans une baguette, d'accepter que votre enfant mange à la cantine pour un budget global entre 0,75 centimes d'euros et 1,50 € pour le coût matière première dans son assiette, etc. Mais après, c'est une question de choix. Donc, c'est pas non plus du bien ou du mal, c'est juste une question de choix personnel aussi. Et quand on parle de légumes bouillis ou de légumes en sauce, le légume bouilli, il n'est pas meilleur que le légume en sauce, inversement, c'est juste différent. Et que ça serait bien aussi de parler de diversité, de différence. Merci. Donc, juste une réponse courte sur le régime crétois. Bon, effectivement, c'est un régime riche en produits naturels. Et ce qui nous enseigne, c'est pas, on ne va pas à Tours avoir les produits qui existent en Crète. Simplement, ça nous enseigne qu'il faut utiliser une grande diversité de produits végétaux. Mais on peut décliner en quelque sorte le régime crétois à la façon donc de la région, c'est tout. Et donc, il n'y a pas de difficulté à cela. Bien, pour respecter l'agenda, on va prendre une dernière question. Oui. Juste pour répondre à madame, là, je pense qu'on ne peut pas laisser dire que la cuisine collective est un pis-aller et que c'est quelque chose qui est le complément d'un séjour au ski. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, scandaleux. En fin de compte, les gens qui utilisent la cuisine collective, ce sont des publics captifs. Et l'ensemble des responsables, et je suis directeur des IC adjoint au Conseil régional du Centre, chargé des services transférés et donc de la restauration scolaire, qui n'est plus éducation nationale, je le précise. L'ensemble des responsables
est conscient que le repas est quelque chose de fondamental pour la vie dans l'établissement, mais également pour la santé des enfants. Au niveau du Conseil régional du Centre, une action est aujourd'hui en cours de définition, elle sera annoncée dans les mois qui viennent, concernant aussi bien la production que le service, que l'environnement de la salle à manger. Qu'au niveau de la production, et là je vous rejoins madame, nous allons faire en sorte par de la formation, par de l'information, que les chefs cuisiniers aient une sensibilisation aux produits de saison, aux produits régionaux, également de travailler avec eux et avec des gens comme l'intervenant tout à l'heure, là, le chef qui nous disait faire 800 repas tous les jours, faire en sorte que cette exigence de qualité, cette exigence de qualité également en direction de la santé, que cette éducation à l'alimentation, peut-être plus qu'au goût d'ailleurs, soit également à côté des matières fondamentales, quelque chose de tout à fait intégrante de ce qu'apprennent les jeunes dans nos lycées. Et il me semble que la restauration collective, avec toutes les difficultés, y compris budgétaires, et en ce qui concerne les chiffres qui sont donnés, il faut donner les bons chiffres. Nous avons une moyenne de ce qu'il y a dans l'assiette, comprise entre 2 € et 2,30 €. Si quelqu'un arrivait à le faire à 0,75, ça veut dire qu'effectivement, ce n'est plus de la restauration, c'est du gavage. Donc, il faut être tout à fait conscient de ces difficultés, de la difficulté aussi des gens à payer, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la politique des tarifs, etc., il faut la mettre dedans, mais pour les collectivités locales qui deviennent en charge de cette importante fonction, rien que dans la région centre, nous faisons 8 millions de repas dans l'année. C'est quand même pas quelque chose qu'il faut laisser tomber. C'est quand même pas quelque chose que les collectivités, y compris quand c'était l'État, laissent tomber. Et il me semble qu'il faut valoriser autant que l'on peut être dans ces métiers cette forme de restauration qui, je le répète et je terminerai là-dessus, est quand même quelque chose qui est une obligation dans le mode de vie moderne. Bien, merci. Merci pour ce dernier témoignage. Je vais remercier l'ensemble des intervenants qui nous ont fait le plaisir d'animer cette table ronde et passer maintenant la parole à Éric Roux pour la seconde table ronde qui va débuter autour du thème « Il y a d'autres sources ». Merci.